Bonsoir, je m'appelle Isabella Marino, je suis assistante universitaire au département de médecine générale et médecin généraliste. Donc je vous présente notre travail, revue systématique de la littérature, évaluant l'efficacité du lorazépam dans les traitements de l'insomnie primaire et secondaire. Donc les lorazépam ou Temesta sont non commerciales, il existe en deux posologies, 2,5 mg et 1 mg. Chacun ayant coûté l'année dernière, donc 2024, 3 millions d'euros à l'assurance maladie. Le lorazépam n'a pas d'AMM dans l'insomnie seule, mais selon certains auteurs, il peut être utilisé donc, dans une insomnie qui est associée à des troubles anxio-dépressifs. Donc, notre objectif, l'objectif de notre review était vraiment d'évaluer l'efficacité du lorazépam dans l'insomnie primaire et secondaire. Donc, la méthode a été inspirée du projet REB. Nous avons réalisé une revue systématique de la littérature à partir des bases de données PubMed, Embase, Cochrane, Clinical Trials. Notre question de recherche était donc le lorazépam filtré par essai contrôlé randomisé et nous avons utilisé 3 critères de jugement cliniquement pertinents pour les patients comme le projet REB exigeait. Donc la qualité du sommeil en auto-évaluation par les patients, le nombre de réveils nocturnes et la latence en endormissement. Successivement, nous avons effectué donc, l'analyse des risques of biais de ces études, donc des études sorties de la revue, à l'aide du ROB 2 de la revue Cochrane. Enfin, nous avons essayé de réaliser une analyse statistique des essais sortants de la revue. Nous sommes passés donc de 1508 articles à trier à 4 articles à analyser. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les critères de jugement, donc, il y avait la qualité du sommeil en autorisation par les patients qui était évaluée dans 3 études sur 4 avec 2 études qui montraient une efficacité. Par rapport à la baseline, donc par rapport à l'état des bases, c'est-à-dire qu'en fait, avant de mettre en place les traitements, ils évaluaient le sommeil, la qualité du sommeil chez les patients. Et après, ils mettaient le lorazépam ou un autre médicament. Donc, il n'y avait pas de placebo dans ces études. Donc la qualité de sommeil, c'était ça. Le nombre de réveils nocturnes et la latence d'endormissement est évalué dans une seule étude, les deux, et il n'y avait pas d'amélioration statistiquement significative par rapport à la baseline, ni au placebo d'ailleurs, ni aux autres médicaments. Donc l'analyse de risque of biais de ces 4 études était à haut risque de biais pour les 4. Et nous n'avons pas pu réaliser une analyse statistique, donc une méta-analyse, parce qu'il y avait une grosse hétérogénéité, on le verra tout à l'heure, entre les études, ce qui ne nous permettait pas de regrouper les études. Et en plus, il y avait potentiellement 2 études qu'on pouvait effectivement comparer selon les biostatisticiens, parce nous avons eu l'aide des biostatisticiens pour faire le risque de biais et l'analyse statistique. Et selon donc, les biostatisticiens, il n'y avait pas effectivement les données bien explicitées dans l'étude, et donc on pouvait pas. Il y avait juste la p-value. Il n'y avait pas toutes les données qu'il nous fallait pour réaliser l'analyse statistique. Donc, le lorazépam n'était pas évalué dans son insomnie primaire, c'était toujours secondaire à des problèmes psychiatriques, à l'anxiété généralisée, à un accident vasculaire cérébral, en dépression. La durée était toujours différente. Ça allait de 7 jours à 8 semaines. Les postologies, pareil, on utilisait soit de 1 mg, de 2,5, de 0,5. Il y avait plus ou moins des bras parallèles. Donc, dans 2 études, il y avait bien des bras parallèles, mais parfois, il y avait des crossovers. Donc, plusieurs éléments de force dans notre travail. Tout d'abord, nous avons mené une revue systématique de la littérature exhaustive, sans limite de date de publication et en utilisant à chaque étape une double lecture. Et s'il existait un différent, nous prenions en plus la vie entière pour nous départager. Nous avons également bénéficié de l'aide d'un biostatisticien de l'Université de Rouen, ce qui a quand même donné à notre étude une certaine rigueur. Les limites, c'est que le protocole a été publié a posteriori, justement sous Prospero, parce que même s'il était assez bien défini, il était bien défini avant de le commencer, on ne savait pas qu'il fallait le publier sous Prospero. Et les études étaient quand même assez anciennes. On parle de 1980, 1997, 2004, 2016, donc des études qui ont quand même, 2016 c'est plus récent, mais les autres sont quand même assez vieilles.
Quoi en penser, quoi en faire de ces études? En pratique, nous n'avons pas d'épreuve d'efficacité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficacité, on l'a dit tout à l'heure. Mais donc, avec les patients, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est hyper important de effectivement expliquer aux patients les effets indésirables du traitement. Donc, la baisse de la vigilance diurne avec somnolence, les troubles du comportement, les chutes, l'amnésie rétrograde, l'insuffisance respiratoire aiguë et encore l'altération des fonctions cognitives avec risque de démence et les risques de surmortalité. Avec les benzodiazépines, on fait aussi l'objet de nombreuses études. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, expliquer les effets indésirables, probablement revenir sur les règles hygiéno-diététiques, donc pas d'écran, faire du sport, l'alimentation correcte, pas de stress. Si effectivement c'est associé à des troubles anxio-dépressifs, probablement la psychothérapie. Et donc, nouvelle prescription ou réévaluation d'ordonnance. Nouvelle prescription, peut-être qu'effectivement, en connaissant tous ces effets indésirables et en allant partager avec le patient, je vais peut-être... si vraiment je trouve qu'il faut les prescrire, parce que le but de l'evidence-based medicine, c'est d'adapter les conclusions des travaux les plus pertinents à la situation de chaque patient, en intégrant l'expertise clinique du médecin. Donc, on peut prescrire du lorazépam. Mais peut-être qu'on peut, déjà tout de suite, nous donner une date de déprescription. Dans 3 mois, on va essayer de déprescrire ces médicaments, parce que quand même, il y a des effets secondaires non négligeables. Réévaluation d'ordonnance, c'est là beaucoup plus difficile. Parce que le médicament, le lorazépam, est un médicament historique, donc un médicament doudou. Le patient il va se coucher avec. Donc c'est très très difficile de le déprescrire. Peut-être qu'on peut se former, peut-être qu'on peut aller proposer des alternatives, mais peut-être qu'on ne va pas y arriver à déprescrire ces traitements. Donc il faut quand même, je pense que c'est hyper important de vraiment voir la balance bénéfice-risque avec des bénéfices que la littérature ne sont pas démontrés, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas, et des effets secondaires qui sont tout à fait démontrés, qu'en fait on peut en parler aux patients, et c'est là, donc, dans son contexte quand même économique, je pense que les coûts c'est important, parce que ce n'est pas juste les coûts engendrés par le médicament, donc les 6 millions dont on parlait tout à l'heure, mais aussi tous les coûts qui sont liés aux effets indésirables de ces traitements. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut en tant que médecin généraliste? Je pense qu'il nous faut vraiment des nouvelles études en soins primaires, avec des bonnes bases méthodologiques, réalisées vraiment de façon bien claire, bien structurée. Les projets Respire, je pense que ça parle de vous. Et donc, tout ça pour effectivement aller vers une médecine éclairée et une décision thérapeutique médicale partagée. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. C'est Henri Partouche de Paris Cité. Oui, ok, merci. Parce que je dois partir. C'est peut-être pas simplement le problème du généraliste, parce qu'on est en très grande difficulté, puisque vous avez dit c'est un médicament historique. Mais quand on regarde vos résultats, suivant la méthodologie REB, on aboutit à très peu d'études, avec un manque de contrôle. Et on se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas avoir un appui institutionnel, un appui d'État, avec une remise en cause du SMR, du lorazépam, dans cette indication-là, et peut-être faire une lettre à la lumière de votre travail auprès de la commission de transparence. Parce qu'on est aidé aussi par les histoires de remboursement, et on l'a vu pour plein de médicaments, ça aide dans la relation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes en train aussi de revoir le Zopiclone, parce qu'en même temps, moi et ma collègue, on faisait sous la direction du docteur Églantine Ferrand-Devouge, on faisait vraiment 2 études parallèles, donc Zopiclone et lorazépam. Et donc, voilà, c'était construit tout ça avec Rémi Boussajon et Hélène Malard-Roussel. Et c'est vrai que le Zopiclone aussi, alors là pour l'instant, donc on va remettre à jour, parce que c'était 2020, donc on est en train de mettre à jour les études. Donc je pense que c'est une réalité qui n'appartient pas juste au lorazépam. Je
Je pense que vraiment, il faut avancer là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'AMM. C'est hyper difficile d'aider un patient, je ne vais pas vous le prescrire alors qu'il y a quand même un taux de remboursement, là c'est 65%. Et voilà, c'est difficile de dire non, ça ne marche pas, mais en fait, c'est remboursé. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, c'est hyper difficile et je pense que ça complique encore plus le processus de décision médicale partagée. Merci. Merci. Bonjour, médecin omnipraticien du Québec. Je trouve ça vraiment très bien votre recherche et je trouve très intéressant de voir à quel point on a très peu de données sur quoi se baser en fait dans ce qu'on fait. Ma question, c'est, on regarde de façon très stricte les bénéfices qui ici n'étaient pas prouvés, mais quand on veut faire une décision médicale partagée, il faut avoir une bonne idée des préjudices aussi. Et avec quelle rigueur vous regardez ces préjudices-là pour pouvoir donner la balance aux patients? Quand vous dites préjudice, vous entendez effets secondaires. Les effets indésirables. Donc dans la balance, comment je pèse les deux? Comment on fait comment on regarde ces effets préjudiciables-là avec une lunette aussi stricte pour bien pouvoir informer le patient? Je pense que c'est pas un peu ce que tu voudrais... Ouais. Je peux répondre pour la je pense que c'est intéressant que tu répondes. Ouais. Merci beaucoup de votre question. C'est aussi une question qui revient très fréquemment dans le groupe REB. On aimerait vraiment développer une méthode, prendre le temps de réfléchir comme on a réfléchi à REB, à une méthode pour les risques. Mais les risques, c'est pas la même chose. Les ECR, ils sont pas faits pour regarder les risques, ils sont faits pour regarder une taille d'effet et d'efficacité. Actuellement, je le présenterai tout à l'heure, on a pris les données de pharmacovigilance de la base de données publiques de médicaments française. Donc c'est des données de suivi qu'on appelle de phase 4. Après, est-ce qu'il faut en faire une sélection plus précise? C'est probablement une des perspectives de notre projet pour affiner cela, mais ça permet déjà de dire il existe des données, on suit ces médicaments, voilà ce qu'on peut présenter aux patients. Merci. Je ne sais pas si je peux partager. Oui, bonjour. Bonjour, Guillaume Avenin, je suis de Sorbonne Université. Juste pour, dans le cadre des benzodiazépines et de l'orazépam, il y a également la prescription qu'on fait tous pour traiter finalement la dépendance aux benzodiazépines. Et je trouve que je suis d'accord que sur l'initiation, il y a ces données sont extrêmement importantes et que le SMR soit ramené à 0 pour éviter toute initiation me semble pertinent. Je pense qu'il serait utile dans notre discours par rapport aux benzodiazépines, notamment par respect pour tous les patients qui les prennent, de reconsidérer et de bien mettre en perspective par rapport à ce problème de dépendance aux benzodiazépines. Une grande partie des patients sont dépendants, non pas par leur faute, mais parce qu'on leur a prescrit à un moment ou à un autre de leur vie. C'est une remarque qui est valable pour d'autres classes thérapeutiques, évidemment. Donc effectivement, la réévaluation du traitement, elle est beaucoup plus complexe parce que effectivement, c'est vraiment un médicament doudou. C'est parce que nous, on l'a prescrit une fois, enfin quelqu'un l'a prescrit à un moment donné, ces médicaments, et l'a represcrit à chaque fois que le patient venait. Moi, j'ai des patients qui prennent ces médicaments depuis, et je pense d'être pas la seule, depuis 20 ans. Donc c'est difficile de sévrer un médicament doudou. Doudou, on a l'impression que c'est... enfin, il n'a pas compris, mais il y a vraiment des symptômes de sevrage, quoi. Oui. Donc oui, c'est pas exactement un doudou. C'est parce qu'on n'est pas bien quand on le prend pas, quoi. Oui, mais je pense que le doudou aussi, quand on le sèvre, c'est difficile. Peut-être pas même... Mais je suis tout à fait d'accord avec les syndromes de sévrage qui fait partie de la complexité.